Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, le gouvernement, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, prendra en charge la moitié du prix des billets vers Nairobi ce samedi pour ceux qui souhaitent assister à la finale du CHAN 2024. Conformément à la promesse faite par le président Andrzej, il faut soutenir les Barea à prime qui sont en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire du foot malagasy, a-t-il déclaré. Le chef de l'État a également adressé ses remerciements à l'entraîneur Roro à travers une vidéo qu'il a publiée après cette grande victoire. Détails sur les images de Kevin Ravuniarsan. Ceux qui désirent assister à la finale du CHAN, opposant Madagascar au Maroc à Nairobi ce samedi, peuvent envoyer leurs informations personnelles, nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport, scan du passeport et photo d'identité via WhatsApp au 038 71 477 04. Le départ est prévu le samedi 30 août à 2h55 du matin et le retour le même jour à 22h45. Comme l'a annoncé le président de la République Andrzej, l'État prendra en charge 50% du prix du voyage ainsi que l'octroi de l'autorisation électronique de voyage e-visa. Selon le président de la République, les Barea Prime ont écrit une nouvelle page dans l'histoire du CHAN. Malgré la puissance de l'équipe marocaine, nous avons confiance que les Barea Prime remporteront le trophée, a-t-il poursuivi. Il a également adressé ses remerciements particuliers à l'entraîneur Roro pour son leadership qui a permis d'atteindre ce résultat historique, et également aux équipes des Barea Prime. Il est à noter que les inscriptions pour ceux qui souhaitent soutenir directement l'équipe nationale à Nairobi se clôtureront le vendredi 29 août. Et c'est un exploit historique pour les Barea Prime de Madagascar. Grâce au but de Touk à la 116e minute, les Malagasy se sont imposés face au Soudan et décrochent leur ticket pour la grande finale du CHAN qui se déroulera au Kenya. Résumé à travers ce reportage de Anzar Adzanarville. Pendant 90 minutes, le match a été très disputé. Les deux équipes se sont neutralisées, incapables de faire trembler les filets. Score nul et vierge à la fin du temps réglementaire, 0-0. Mais en prolongation, les Barea, plus déterminés que jamais, trouvent enfin la faille. Sur une action collective rondement menée, Touk surgit et libère tout un peuple avec ce but décisif. Un but synonyme de victoire et surtout de première finale historique pour Madagascar dans un championnat d'Afrique des Nations. Dès l'entame du match pourtant, les Malagasy avaient montré leur intention offensive, obtenant 2 corners dès les 5 premières minutes. Face à eux, les Soudanais misaient surtout sur les coups francs pour inquiéter la défense malagasy. Mais la muraille malagasy, avec Toldo dans les filets, n'a jamais cédé. Hier, Madagascar a écrit une nouvelle page de son histoire footballistique. Les Barea sont en finale du CHAN 2024. Selon le règlement, tout joueur ayant reçu un carton rouge est automatiquement suspendu pour le match suivant. Concernant Fenouasne qui a écopé hier de 2 cartons jaunes transformés en rouge, il ne pourra donc pas disputer la finale, a confirmé ce matin le directeur technique national de la Fédération malagasy de foot. En tant que technicien, ce dernier a par ailleurs tenu à féliciter l'ensemble des formateurs à travers le pays, rappelant que cette grande réussite est le fruit des efforts conjoints de tous. Anzar Adzanarville ou Brassamanan. L'avenir de Fenouasne, défenseur central des Barea de Madagascar, expulsé hier, suscite de nombreuses interrogations. Pourra-t-il jouer la finale ou non? Interrogé à ce sujet, le directeur technique national au sein de la Fédération malagasy de foot, Radu Rasuanev, a été clair. Il existe des règles et des lois qui encadrent la compétition et elles doivent être respectées selon lui. Ce technicien a également rappelé que cette réussite ne s'est pas construite en un jour. Elle est le résultat d'un lent travail mené par les dirigeants de clubs et les écoles de foot à Madagascar.
C'est d'ailleurs la première fois que Madagascar atteint une finale continentale dans le foot à 11. Cette victoire a fait réagir de nombreux médias à travers le continent. La presse internationale n'a pas manqué de souligner cet exploit. Les détails sur les images de Kevin Ravonerson. Le site marocain H24 Info titre « CHAN 2024, Madagascar en finale après sa victoire face au Soudan 1-0 ». Le média rappelle que les Malagasy ont décroché leur ticket en finale grâce à une détermination sans faille et un but décisif en prolongation. Cette performance marque selon eux une étape majeure pour le foot malagasy, désormais capable de rivaliser avec les grandes sélections africaines. De son côté, Afriquinfo parle d'une finale historique. Le site met en avant le caractère exceptionnel de ce parcours. En seulement 2 participations au CHAN, Madagascar s'offre une première grande finale continentale. Pour la rédaction, cette ascension rapide illustre l'émergence d'une nouvelle force du foot africain et démontre que les Barrais ne sont plus de simples outsiders, mais bien des prétendants sérieux au titre. Africa Foot United résume cette qualification par un temps triomphal. Madagascar surprend le Soudan et file en finale. Le média insiste sur l'aspect inattendu de cette victoire, soulignant que les Barréas ont su déjouer les pronostics pour s'imposer. Il salue également l'état d'esprit collectif et la combativité qui ont permis à l'équipe malagasy de réaliser cet exploit. Africa Top Sport, le site titre son détour. CHAN 2024 réduit à 10, Madagascar dompte le Soudan et file en finale. Le média met en avant le courage et la force mentale de l'équipe malagasy qui a su tenir tête à l'adversité après l'expulsion d'un joueur à la 77e minute. Pour Africa Top Sport, ce succès prouve que les Barréas possèdent désormais le caractère des grandes nations de foot. À travers ces différents échos, la presse internationale s'accorde sur un point. La performance des Barréas prime au CHAN 2024 est historique et consacre la montée en puissance du foot de la Grande Île sur la scène continentale. Pour la première fois, Madagascar attire les regards au-delà de ses frontières grâce à une équipe qui allie discipline, talent et passion. La finale à venir est déjà présentée comme un rendez-vous majeur, non seulement pour le sport malagasy, mais aussi pour l'histoire du foot africain. Toujours dans ce contexte, joie et cris à travers des élans de solidarité, telle était l'ambiance hier dans la capitale après la victoire des Barréas. Liesse populaire et feux d'artifice sur le parvis d'Analakel où un écran géant était installé pour diffuser le match d'hier. Revivons ce moment avec Oubrassam Manan et Radraman Zatouf. Une immense fête, une liesse populaire suivie de feux d'artifice s'est déroulée à Nalakel après la victoire des Barrais de Madagascar hier face au Soudan. Une victoire qui a rassemblé et uni une fois de plus tous les Malgaches. L'équipe des Barrais ouvre une nouvelle page de l'histoire de football africain à travers ce CHAN 2024. Les passionnés de football étaient et resteront derrière l'équipe nationale. La diffusion en direct de la finale se fera également sur le parvis d'Analakel ce samedi. Une finale qui opposera les Barrais de Madagascar aux Lions de l'Atlas du Maroc à partir de 18 h. Et une foule nombreuse s'est également retrouvée hier soir au lac Yariv pour célébrer cette victoire. Revivant dans ce reportage de Fanjesena Mireille et de Anzara Razonarvel ce moment. Nombreux sont ceux qui se sont rassemblés au lac Yariv, unis dans la joie et la solidarité après la victoire des Barrais de Madagascar lors de la demi-finale disputée hier face au Soudan. Enfants, jeunes et personnes âgées,
tous ont partagé ensemble ce moment de célébration. La majorité des personnes venues ici au lac Yariv sont originaires des quartiers d'Ivat et d'Ambatulamtsmafouti. L'endroit est agréable, joli et lumineux. C'est pourquoi les gens ont choisi d'y venir après la victoire des Barrés. Les Barrés de Madagascar ont défendu l'honneur de la nation. Nous leur adressons toute notre gratitude pour le courage et la détermination qu'ils ont démontré, selon eux. Le prize money attribué aux Barrés à prime dépend de leur parcours dans le championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Avec leur qualification en finale, ils empochent déjà 1 200 000 $. Le vainqueur de la finale opposant le Maroc aux Barrés à prime remporteront quant à lui 1 500 000 $. Selon les explications de la FMF, cette prime servira à soutenir les joueurs. Plus de détails avec Felena Rakutarsoul. Le montant des primes a connu une revalorisation pour cette 8e édition du CHAN 2024. Désormais, le vainqueur touche 3 500 000 $, soit une augmentation de 75% par rapport au précédent CHAN. L'équipe finaliste empoche 1 200 000 $, tandis que la 3e place est récompensée à hauteur de 700 000 $ et la 4e place à 600 000 $. Les équipes éliminées en quart de finale repartent avec 450 000 $. Celles qui sortent en phase de groupe touchent 300 000 $ pour la première place du groupe et 200 000 $ pour la 4e et la 5e place. Ainsi, les Barrés à prime ont déjà sécurisé 1 200 000 $ grâce à leur qualification pour la finale du CHAN 2024. Quoi qu'il en soit, 60% de la prime reviendra à la délégation, comprenant les joueurs, le staff technique et les autres membres de l'équipe, tandis que 40% iront à la fédération pour couvrir les différentes dépenses, selon les explications du président de la Fédération malgache de foot. Et dans un tout autre sujet, avec plus de 15 ans d'interruption, le partage de revenus issus des droits d'entrée dans les aires protégées ou DIP, géré par Madagascar National Park, reprend afin de financer des projets de développement au niveau local. La cérémonie officielle de remise de ces fonds au comité d'orientation et de soutien des aires protégées venus de différentes régions de Madagascar s'est tenue dans le parc national Analamazoucha Mantandi. Au total, 28 COSAP répartis à travers le pays bénéficient de ce partage des revenus du DIP. Pour l'année 2024, le montant redistribué s'élève à un peu moins d'1 milliard d'ariars. Ces comités sont chargés de définir et de mettre en œuvre les projets financés, lesquels doivent avoir un impact direct sur la vie des populations locales. Le montant attribué dépend du nombre de touristes étrangers accueillis annuellement dans chaque aire protégée. Un nouveau barème est appliqué depuis cette année. 150 millions d'ariars pour les aires protégées accueillant plus de 25 000 visiteurs étrangers par an. 100 millions d'ariars pour celles accueillant entre 15 000 et 25 000 visiteurs. 70 millions d'ariars pour celles accueillant entre 10 000 et 15 000 visiteurs. 45 millions d'ariars pour celles accueillant entre 5 000 et 10 000 visiteurs. Et 10 millions d'ariars pour celles accueillant moins de 5 000 visiteurs. Seules les aires protégées recevant des touristes étrangers sont concernées par ce dispositif, ce qui ne signifie pas pour autant que les autres sont délaissés. Le Madagascar National Park poursuit ses recherches de financement complémentaires afin de soutenir des projets de développement autour de toutes les aires protégées. La reprise du DIP démontre que le tourisme et la préservation de l'environnement sont des sources de revenus et de développement pour les populations locales. Le Salon de l'agronomie édition 2025 se tiendra du 1er au 5 septembre prochain à l'École supérieure des sciences agronomiques de l'Université d'Ankatsu. Parmi les partenaires de l'événement figure le programme national FIARIN, une initiative du président de la République Andrzej destinée à soutenir l'entrepreneuriat. Nyarvulat Sferan, Bras de Nilsson pour plus de détails.
Le Salon de l'agronomie est un événement annuel organisé par l'École supérieure des sciences agronomiques. Cette année, il sera placé sous le thème « Développement agricole et système alimentaire durable au carrefour des défis actuels et futurs ». Ce thème, choisi par la direction de l'ESA, reflète la volonté de l'école de s'aligner sur la vision du gouvernement et d'y contribuer, notamment à travers la formation des étudiants, futurs acteurs du secteur agronomique, afin de répondre aux besoins du pays, selon Razaf Machachair, directeur de l'ESA. Le programme national FIARIN, qui soutient l'entrepreneuriat, figure parmi les partenaires de l'événement du 1er au 5 septembre. Ce programme disposera d'un stand afin d'accueillir les personnes souhaitant bénéficier d'un appui financier et technique. Des formations en éducation financière seront également dispensées par FIARIN à l'ESA dès demain et vendredi, d'après les explications de Ramalanzon Irina, directrice des opérations de FIARIN. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le président américain Donald Trump a dit être prêt à imposer des sanctions économiques à la Russie et si son président Vladimir Poutine ne donnait pas son accord à un cessez-le-feu. France 24. C'est l'arme préférée du président américain, les droits de douane. Donald Trump s'est prononcé ce mardi en faveur de sanctions commerciales fortes contre la Russie. Après sa rencontre infructueuse avec Poutine en Alaska, le président Trump espère ainsi voir les négociations pour une paix en Ukraine avancer. Je veux que la guerre s'arrête, et ce ne sera pas une guerre mondiale, mais ce sera une guerre économique. Et la guerre économique va être mauvaise pour la Russie. Et je ne veux pas ça. Maintenant, je dois aussi regarder parce que, vous savez, Zelensky n'est pas vraiment innocent non plus. Cette pression supplémentaire intervient alors que l'Ukraine a reconnu pour la première fois ce mardi que des troupes russes ont réussi à pénétrer la région de Dnipropetrovsk. Une avancée revendiquée dès le mois de juillet par Moscou. Alors pour le président Zelensky, cette annonce de Donald Trump est plus que bienvenue. La Russie ne fait que montrer qu'elle va continuer à éviter de vraies négociations. Seules les sanctions sévères, des droits de douane élevés, une vraie pression peuvent changer ça. Malgré un contexte militaire difficile, l'Ukraine a également annoncé un assouplissement de la loi martiale. Le pays va autoriser les hommes de 18 à 22 ans à voyager à l'étranger. Auparavant, l'ensemble des hommes de 18 à 60 ans avaient interdiction de quitter le territoire ukrainien. L'âge de la mobilisation, elle, reste à 25 ans. Et Donald Trump a promis que la peine de mort serait requise pour tout meurtre commis à Washington, alors qu'elle est abolie dans la capitale américaine depuis 1981. France 24. Le président américain durcit encore le ton au sujet de Washington. Sans donner plus de détails, il promet de requérir la peine de mort pour tout meurtre commis dans la capitale. Ce sera une ville sans crime. Si quelqu'un tue quelqu'un dans la capitale, Washington DC, nous demanderons la peine de mort. Washington a aboli la peine de mort en 1981. Celle-ci reste en théorie possible pour les meurtres instruits au niveau fédéral, mais n'est jamais appliquée. Dans ce bastion démocrate, Donald Trump devrait donc faire face à de nombreux obstacles juridiques. Depuis des semaines, le président américain multiplie les tours de vis sécuritaires dans le pays. Après le déploiement de la garde nationale à Los Angeles et Washington, Donald Trump vise d'autres villes démocrates comme San Francisco, Baltimore ou encore Chicago, dans le cadre de son plan de lutte contre l'insécurité et l'immigration. Il n'y a pas d'urgence à Chicago qui suppose une intervention militaire armée. Il n'y a pas d'insurrection. Demandez aux gens s'ils veulent voir leur quartier transformé en zone de guerre par un dictateur en herbe. Demandez-leur s'ils veulent traverser des checkpoints avec des officiers masqués quand ils emmènent leurs enfants à l'école. Selon la loi fédérale américaine, le président peut déployer l'armée en cas d'insurrection ou d'incapacité apparente de la police locale à maintenir l'ordre. C'est dans cette brèche sémantique que s'engouffre Donald Trump pour menacer les villes démocrates qui ne collaborent pas à ses politiques contre l'immigration.
Pour terminer, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier soir à Tel Aviv pour clore une journée de solidarité avec les otages à Gaza et demander fin à la guerre où l'exécutif israélien discute de la poursuite des opérations militaires. France 24. La place des otages à Tel Aviv, noir de monde. Le point de convergence pour ces Israéliens venus des 4 coins du pays qui exigent que le gouvernement obtienne la libération des 49 otages toujours retenus à Gaza, dont moins de la moitié seraient encore en vie. Je suis venu spécialement de Sderot, près de la bande de Gaza, pour exprimer notre opinion. Cette guerre doit cesser et nous devons ramener les otages chez eux. 9 jours après une grève générale, les partisans d'un accord avec le Hamas avaient cette fois opté pour des blocages dans la plupart des villes israéliennes. À Jérusalem, le mouvement a convergé vers le domicile de Benjamin Netanyahou. Nous nous battrons jusqu'à ce qu'ils reviennent, même si nous avons l'impression que le gouvernement est contre nous, contre les otages. Le cabinet de sécurité israélien s'est réuni dans l'après-midi sans communiquer ensuite sur son choix de relancer ou non les négociations en vue d'un cessez-le-feu et d'une libération des otages. En début de journée, les familles de ces otages mettaient la pression sur le chef du gouvernement. Rappelez au Premier ministre que c'est nous, le peuple, qui décidons de ce qui se passe et qu'il doit nous écouter. Mais après 690 jours de captivité et de mobilisation d'une partie de plus en plus importante de la société, Benjamin Netanyahou continue de montrer peu d'empressement à parvenir à un accord. Alors qu'une proposition mise sur la table par Israël a été acceptée par une délégation du Hamas, le gouvernement préfère temporiser tout en intensifiant ses opérations à Gaza. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Strike Back. Au revoir et bonne soirée sur Viva.